Mon fils m'a regardé droit dans les yeux et a dit que je n'avais pas de preuves, que tout ce que je soupçonnais, les virements étranges, les signatures précipitées, les décisions prises sans moi, tout cela n'était que confusion dans ma tête. Devant ses frères, il a affirmé que j'exagérais, que jamais il n'y avait eu de promesses différentes, que la maison et les économies étaient sous contrôle. J'ai été traitée comme quelqu'un qui perd la mémoire, presque délirante. Il répétait avec assurance « Si tu as des preuves, montre-les ». Ce qu'il a oublié, c'est le vieux téléphone que je gardais dans le tiroir de la cuisine. Je m'appelle Mariama, 68 ans. Toute ma vie à Paris, dans le 19e arrondissement. J'ai élevé 4 enfants dans un 2 pièces qui sentait toujours le riz au poisson et l'encens que je brûlais le dimanche. Mon mari est mort il y a 12 ans, crise cardiaque. Une semaine après, j'ai commencé à travailler comme aide-soignante dans une maison de retraite à Pantin. Le matin, je prenais le métro ligne 5. Le soir, je rentrais avec les jambes lourdes et le cœur encore plus lourd. Mais si vous me demandez de raconter cette histoire depuis le début, il faut que vous compreniez une chose. Avant cette histoire, il y avait des années de confiance. Des années où mon fils aîné, Laurent, venait me voir tous les dimanches. Il amenait ses enfants. On mangeait ensemble. Il m'aidait avec les papiers administratifs, les déclarations d'impôts, les courriers de la banque. Je lui faisais confiance comme on fait confiance à son propre sang. Et si vous êtes encore là avec moi aujourd'hui, c'est que vous savez déjà que cette confiance allait être brisée. Alors si cette histoire vous touche, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification parce que ce que je vais vous raconter, beaucoup de personnes l'ont vécu en silence. Tout a commencé il y a environ 2 ans. Laurent est venu me voir un samedi matin. Il avait l'air sérieux. Il s'est assis à la table de la cuisine, là où son père s'asseyait avant. Il a posé ses mains sur la toile cirée et il m'a dit qu'il fallait qu'on parle. J'ai senti quelque chose de différent dans sa voix. Pas de chaleur, juste du sérieux. Il m'a parlé de l'avenir, de mes vieux jours. Il m'a dit que je ne pouvais pas rester seule dans cet appartement pour toujours, que c'était dangereux, que si je tombais, personne ne serait là. J'ai écouté, j'ai hoché la tête, parce qu'au fond, il avait raison. J'avais peur la nuit, peur de tomber, peur de mourir seule. Il m'a proposé quelque chose. Il m'a dit qu'il allait m'aider à vendre l'appartement, que l'argent serait placé sur un compte à mon nom, que je pourrais venir vivre avec lui et sa femme, Sandrine, dans leur maison à Montreuil. Ou alors, si je préférais, il trouverait une petite maison de retraite confortable, propre, où je serais bien entourée. Il m'a dit que ce serait temporaire, juste le temps de voir comment je me sentais. Il m'a promis que je garderais le contrôle, que rien ne se ferait sans mon accord. Et moi, je l'ai cru. 2 mois plus tard, l'appartement était vendu. Laurent s'est occupé de tout, les visites, les papiers, la signature chez le notaire. J'ai signé ce qu'il m'a dit de signer. Il m'a expliqué que c'était mieux comme ça, plus simple, plus rapide. Je ne comprenais pas tout, mais je lui faisais confiance. L'argent est arrivé sur un compte. Laurent m'a dit qu'il allait le gérer pour moi, que c'était plus sûr, que je n'avais pas à m'inquiéter. Il m'a montré des relevés. Il m'a montré des chiffres. Tout avait l'air en ordre. Je suis allée vivre chez eux. Au début, c'était supportable. Sandrine me souriait. Les enfants venaient de me voir dans ma chambre. Mais petit à petit, l'atmosphère a changé. Sandrine a commencé à faire des remarques sur le bruit que je faisais en marchant, sur l'odeur de ma cuisine, sur le fait que je regardais trop la télévision. Laurent ne disait rien. Il travaillait tard. Il rentrait fatigué. Il ne voulait pas de conflit. Un soir, j'ai demandé à voir les relevés du compte. Laurent a froncé les sourcils. Il m'a dit que tout allait bien, que je n'avais pas à m'inquiéter. Mais j'ai insisté. Alors il a sorti une feuille. Il m'a montré des chiffres. Mais quelque chose ne collait pas. Il y avait moins d'argent que ce que je pensais. J'ai posé la question. Il m'a répondu qu'il y avait eu des frais de gestion, des frais de notaire, des frais d'avocat, des frais que je ne comprenais pas. Il parlait vite, trop vite. Et moi, je ne comprenais plus rien. J'ai commencé à avoir des doutes, des petits doutes, comme une piqûre dans le ventre. Un matin, j'ai entendu Laurent et Sandrine parler dans la cuisine. Ils ne savaient pas que j'étais réveillée. Sandrine disait qu'elle en avait assez, que je prenais trop de place, que ça ne pouvait plus durer. Laurent lui a dit de patienter, que bientôt, il pourrait utiliser l'argent pour rénover la maison, pour changer la cuisine, pour partir en vacances. Mon cœur s'est arrêté. Utiliser l'argent, mon argent, l'argent de la vente de mon appartement,
L'argent que j'avais mis de côté pendant 40 ans. Je n'ai rien dit. J'ai attendu. J'ai observé. Laurent a commencé à être moins présent. Il évitait mon regard. Sandrine me parlait avec un sourire froid. Mes autres enfants venaient moins souvent. Quand ils venaient, Laurent leur parlait à voix basse. Il leur disait que je me faisais des idées, que je perdais la tête, que j'accusais tout le monde, que c'était normal à mon âge. Un jour, j'ai demandé à voir le notaire. Laurent m'a dit que ce n'était pas nécessaire, que tout était en règle. Mais j'ai insisté. Alors, il a organisé un rendez-vous. Mais le jour du rendez-vous, il m'a dit que le notaire avait annulé, que ce serait reporté. Et ça n'a jamais été reporté. Les mois ont passé. J'ai commencé à me sentir prisonnière. Je ne pouvais plus sortir seule. Sandrine me disait que c'était dangereux, que je pouvais me perdre, que je pouvais tomber. Laurent approuvait. Il disait que c'était pour mon bien. Mes affaires ont été déplacées. Mes papiers ont été rangés dans des cartons. Quand je demandais où ils étaient, on me disait qu'on ne savait pas, qu'il fallait chercher. Mais personne ne cherchait. Un dimanche, mes 3 autres enfants sont venus. Laurent les avait convoqués. Il voulait qu'on parle tous ensemble. On s'est assis dans le salon. Laurent a pris la parole. Il a dit qu'il fallait qu'on discute de mon état, que je devenais confuse, que je perdais la mémoire, que je l'accusais de choses graves, que je disais qu'il avait volé mon argent. Mes autres enfants me regardaient avec inquiétude, avec pitié. Laurent continuait. Il disait qu'il avait tout fait pour moi, qu'il m'avait accueilli chez lui, qu'il gérait mes finances, qu'il s'occupait de tout. Et que maintenant, je le remerciais en l'accusant. J'ai essayé de parler. J'ai essayé de dire que ce n'était pas vrai, que j'avais entendu des choses, que j'avais vu des relevés, que les chiffres ne correspondaient pas. Mais Laurent m'a coupé. Il a dit que je n'avais pas de preuves, que tout ce que je disais, c'était dans ma tête. Il a sorti des documents, des relevés, des papiers avec ma signature. Il a montré que tout était en ordre, que l'argent était bien géré, que rien n'avait disparu. Mes enfants l'ont cru. Ils m'ont regardé avec tristesse, comme si j'étais une vieille femme qui perd la raison. Ce soir-là, j'ai pleuré dans ma chambre. J'ai pleuré parce que je me sentais impuissante, parce que personne ne me croyait, parce que mon propre fils me faisait passer pour folle. Et c'est à ce moment-là que je me suis souvenue. Le vieux téléphone. Le téléphone que j'utilisais avant. Celui que Laurent pensait cassé. Celui que je gardais dans le tiroir de la cuisine de mon ancien appartement. Celui que j'avais emmené avec moi dans un carton. Celui que personne n'avait touché. Le lendemain, j'ai attendu que tout le monde parte. Laurent au travail, Sandrine à ses cours de yoga, les enfants à l'école. J'ai fouillé dans les cartons au sous-sol, j'ai cherché pendant des heures, et puis je l'ai trouvé, le vieux téléphone. Il était au fond d'un carton, sous des vêtements, sous des livres. Je l'ai pris. Mes mains tremblaient. Je suis remontée dans ma chambre. J'ai branché le chargeur, j'ai attendu. L'écran s'est allumé. Le téléphone fonctionnait encore. J'ai ouvert les messages. Et là, tout était là. Les conversations avec Laurent. Les messages où il me demandait de lui faire confiance. Les messages où il me disait que l'argent serait sur un compte à mon nom. Les messages où il me promettait que je garderais le contrôle. Les messages où il m'envoyait des photos de documents. Des documents que je devais signer. Des documents qu'il m'expliquait. Et puis, il y avait les messages plus récents. Ceux d'il y a 1 an. Ceux où il parlait avec Sandrine. Ceux que je n'étais pas censée voir. Ceux où il disait qu'il fallait que je signe encore un papier. Que ce serait le dernier. Que après, l'argent serait définitivement transféré. Que après, je n'aurais plus rien à dire. Il y avait aussi des audios. Des audios que Laurent m'avait envoyés. Des audios où il m'expliquait que c'était mieux de mettre l'argent sur un compte commun. Que comme ça, en cas de problème, il pourrait gérer. Que c'était plus simple. Que c'était plus sûr. Et moi, dans ces audios, je répondais. Je disais que je lui faisais confiance. Que je savais qu'il ne me trahirait jamais. Que je signais ce qu'il fallait signer. J'ai tout écouté. J'ai tout relu. Et j'ai compris. Laurent avait tout planifié. Depuis le début. Il m'avait manipulé. Il m'avait fait vendre mon appartement. Il avait pris le contrôle de mon argent. Il m'avait isolée. Il m'avait fait passer pour folle. Et maintenant, il me regardait dans les yeux et me disait que je n'avais pas de preuves. Mais j'avais les preuves. Elles étaient là, dans ce vieux téléphone, dans ces messages, dans ces audios, dans ces photos de documents. Tout était là, et personne ne le savait. J'ai attendu le bon moment. Laurent a organisé un autre dîner de famille. Il voulait qu'on parle de mon avenir,
Il voulait convaincre mes autres enfants que j'avais besoin d'aller dans une maison de retraite, que je ne pouvais plus rester chez lui, que c'était devenu trop difficile, que j'étais trop confuse, trop accusatrice, trop difficile à gérer. Tout le monde est venu. Mes 3 autres enfants, leurs conjoints, les petits-enfants. On s'est assis autour de la table. Laurent a servi le vin. Sandrine a apporté le plat. Tout le monde parlait. Tout le monde riait. Mais moi, je ne disais rien. Je regardais, j'attendais. Après le dîner, Laurent a pris la parole. Il a dit qu'il fallait qu'on parle sérieusement, que ma situation ne pouvait plus durer, que j'accusais tout le monde, que je disais des choses graves sans preuve, que mes autres enfants devaient comprendre que c'était devenu ingérable. Il a sorti des papiers pour une maison de retraite. Il a dit que c'était la meilleure solution, que là-bas, je serais bien encadrée, que je ne manquerais de rien, que l'argent de la vente de mon appartement servirait à payer, que tout était prévu. Mes enfants l'écoutaient. Ils hochèrent la tête. Ils me regardaient avec compassion, comme si j'étais déjà partie, comme si j'étais déjà morte. Et c'est à ce moment-là que je me suis levée. J'ai sorti le vieux téléphone de ma poche. J'ai dit que j'avais quelque chose à montrer. Laurent a pâli. Il a demandé ce que c'était. J'ai dit que c'était les preuves qu'il demandait. J'ai posé le téléphone sur la table. Laurent me regardait. Ses yeux avaient changé. Il n'y avait plus d'assurance. Il y avait de la peur. Sandrine s'est figée. Mes autres enfants ne comprenaient pas. Ils regardèrent le vieux téléphone comme si c'était un objet étrange. J'ai dit que ce téléphone contenait toutes les conversations que j'avais eues avec Laurent. Tous les messages, tous les audios, toutes les promesses, toutes les explications, tout ce qu'il m'avait dit pendant 2 ans. Laurent a essayé de sourire. Il a dit que ce n'était qu'un vieux téléphone, que ça ne prouvait rien, que je pouvais inventer n'importe quoi. Alors j'ai pris le téléphone. J'ai ouvert les messages. J'ai commencé à lire à voix haute. Le premier message datait d'il y a 2 ans. Laurent me disait qu'il fallait que je vende l'appartement, que c'était pour mon bien, que l'argent serait placé sur un compte à mon nom, que je garderais le contrôle, que rien ne se ferait sans mon accord. Je lisais lentement. Chaque mot résonnait dans le silence. Mes enfants écoutaient. Ils ne disaient rien. Laurent essayait de parler. Il disait que c'était sorti du contexte, que ce n'était pas ce que ça voulait dire. Mais j'ai continué. J'ai lu le deuxième message, celui où Laurent me demandait de signer un document. Il m'expliquait que c'était juste une formalité, que ça permettrait de transférer l'argent plus facilement, que c'était temporaire, que je pouvais lui faire confiance. J'ai montré la photo du document qu'il m'avait envoyé. C'était un mandat de gestion, un document qui lui donnait le pouvoir de gérer mon argent sans mon accord. Sandrine s'est levée. Elle a dit qu'elle ne voulait pas entendre ça, qu'elle ne voulait pas être mêlée à cette histoire. Mais personne ne l'a écouté. Mes enfants fixaient Laurent. Ils attendaient qu'il s'explique. Mais Laurent ne disait plus rien. Il regardait la table. Ses mains tremblaient. J'ai continué. J'ai ouvert les audios. J'ai mis le premier. C'était la voix de Laurent. Il m'expliquait qu'il fallait que je signe encore un papier, que c'était le dernier, que après, tout serait réglé, que l'argent serait en sécurité, que je n'aurais plus à m'inquiéter. Sa voix était douce, rassurante. C'était la voix d'un fils qui parle à sa mère. Mais maintenant, avec le recul, c'était la voix de quelqu'un qui ment, de quelqu'un qui manipule. J'ai mis le deuxième audio. C'était moi qui parlais. Je disais que je lui faisais confiance, que je savais qu'il ne me ferait jamais de mal, que je signais ce qu'il fallait signer, que je ne comprenais pas tout, mais que je savais qu'il veillerait sur moi. Ma propre voix me faisait mal. J'entendais la confiance, j'entendais l'amour, j'entendais la naïveté. Ensuite, j'ai ouvert un autre message. Celui-là était différent. C'était un message entre Laurent et Sandrine. Je n'étais pas censée le voir. Mais Laurent avait fait une erreur. Il me l'avait envoyé par accident. Dans ce message, Laurent disait à Sandrine qu'il fallait patienter encore un peu, que bientôt, l'argent serait entièrement transféré, que après, il pourrait faire ce qu'il voulait, rénover la maison, acheter une nouvelle voiture, partir en voyage. Sandrine répondait qu'elle en avait assez d'attendre, que j'étais trop envahissante, que je posais trop de questions, que ça devenait compliqué. Le silence dans la pièce était écrasant. Mes enfants regardaient Laurent avec des yeux horrifiés. Ma fille, Aïcha, a commencé à pleurer. Mon fils, Mamadou, s'est levé. Il a demandé à Laurent si c'était vrai, si tout ce qu'il venait d'entendre était vrai. Laurent a essayé de se défendre. Il a dit que ce n'était pas ce que ça semblait, que tout était plus compliqué, que j'avais accepté, que j'avais signé, que c'était pour mon bien. Mais sa voix n'avait plus de force. Ses mots sonnaient creux.
Mamadou a pris le téléphone. Il a commencé à lire les messages lui-même. Il a écouté les audios. Il a regardé les photos des documents. Et plus il lisait, plus son visage changeait. La colère montait. Il a posé le téléphone. Il a regardé Laurent. Il a dit qu'il ne comprenait pas. Comment il avait pu faire ça? Comment il avait pu trahir sa propre mère? Comment il avait pu voler l'argent qu'elle avait mis de côté pendant toute sa vie? Laurent s'est défendu. Il a dit qu'il n'avait rien volé, que l'argent était bien géré, que tout était sur un compte, qu'il pouvait le prouver. Mamadou a demandé à voir les relevés. Laurent a sorti des papiers. Il a montré le compte. Mais Mamadou a regardé les chiffres. Il a vu que l'argent avait diminué. Beaucoup diminué. Laurent a expliqué qu'il y avait eu des frais de gestion, des frais de notaire, des frais d'entretien. Mais Mamadou n'était pas convaincu. Il a demandé à voir les justificatifs. Laurent a dit qu'il les avait, qu'il allait les chercher. Mais il n'est pas allé les chercher. Il est resté assis, immobile. Aïcha s'est tournée vers moi. Elle m'a demandé pourquoi je n'avais rien dit avant, pourquoi j'avais attendu. Je lui ai expliqué que j'avais essayé, que j'avais parlé, mais que personne ne m'écoutait, que Laurent m'avait fait passer pour folle, que tout le monde l'avait cru, que j'étais seule, que je n'avais pas de preuves, jusqu'à ce que je me souvienne du téléphone. Mon troisième fils, Ibrahima, est intervenu. Il a dit qu'il fallait aller voir un avocat, que cette situation ne pouvait pas rester comme ça, que si Laurent avait vraiment détourné l'argent, il devait en répondre. Laurent a paniqué. Il a dit que ce n'était pas nécessaire, que tout pouvait s'arranger en famille, qu'il allait tout remettre en ordre, qu'il allait rendre l'argent, qu'il allait tout expliquer. Mais personne ne l'écoutait plus. Sandrine s'est levée. Elle a dit qu'elle ne savait rien, qu'elle n'était au courant de rien, que c'était Laurent qui gérait tout, qu'elle n'avait jamais touché à cet argent. Mais Mamadou a sorti son propre téléphone. Il a relu le message que j'avais montré. Le message où Sandrine parlait de rénover la maison avec mon argent. Il lui a demandé comment elle pouvait dire qu'elle n'était au courant de rien. Sandrine a baissé les yeux. Elle n'a rien répondu. Les jours suivants ont été étranges. Laurent a essayé de me parler. Il est venu dans ma chambre. Il s'est excusé. Il a dit qu'il avait fait des erreurs, qu'il avait eu des problèmes d'argent, que Sandrine le poussait, qu'il avait voulu bien faire, qu'il allait tout arranger. Mais je ne l'ai pas écouté. Je lui ai dit que c'était trop tard, que la confiance était brisée, que je ne pouvais plus vivre sous son toit. Mamadou m'a proposé de venir chez lui, mais j'ai refusé. Je ne voulais plus dépendre de personne. Je voulais retrouver mon indépendance. Alors on a pris rendez-vous avec un avocat, Maître Diallo, un homme sérieux, compétent. Il a écouté mon histoire, il a regardé le téléphone, il a lu les messages, il a écouté les audios, il a étudié les documents. Et il m'a dit que j'avais un dossier solide, que Laurent avait abusé de ma confiance, qu'il avait détourné mon argent, qu'il pouvait être poursuivi. Laurent a été convoqué. Il est venu avec son propre avocat. Il a essayé de négocier. Il a proposé de rendre une partie de l'argent. Mais Maître Diallo a été clair. Tout l'argent devait être rendu, avec les intérêts. Et il y aurait une enquête pour savoir exactement ce qui avait été fait. Laurent a accepté. Il n'avait pas le choix. Les preuves étaient là, dans ce vieux téléphone qu'il pensait inutile. Il a fallu plusieurs mois pour que tout soit réglé. Plusieurs mois de procédure, de rendez-vous chez l'avocat, de témoignages, de vérifications. Mais à la fin, l'argent m'a été rendu. Tout l'argent. Celui de la vente de l'appartement. Celui que Laurent avait placé sur des comptes que je ne connaissais pas. Celui qu'il avait utilisé pour rénover sa cuisine, pour acheter une nouvelle voiture, pour partir en vacances. Tout m'a été rendu. Avec cet argent, j'ai acheté un petit appartement. Pas très grand. Un studio dans le 20e arrondissement, près du parc de Belleville. Un endroit calme, lumineux, avec une petite terrasse où je peux mettre des plantes. C'est chez moi. Mon espace, ma liberté. Laurent a essayé de renouer le contact. Il m'a envoyé des messages, des lettres. Il m'a dit qu'il regrettait, qu'il avait honte, qu'il voulait réparer. Mais je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. J'avais besoin de temps, de distance, de silence. Mes autres enfants viennent me voir. Aïcha passe tous les dimanches. Elle m'apporte des gâteaux. On boit du thé, on parle. Mamadou m'appelle tous les jours. Il me demande si tout va bien, si j'ai besoin de quelque chose. Ibrahima passe le samedi. Il m'aide avec les courses, avec les petites réparations. Je ne suis plus seule, mais je ne suis plus dépendante non plus. Il y a quelques semaines, Laurent est venu.
Il a sonné à ma porte. Je l'ai fait entrer. On s'est assis. Il a pleuré. Il m'a demandé pardon. Il m'a dit qu'il avait tout perdu, que Sandrine était partie, qu'il avait dû vendre la maison pour me rembourser, qu'il vivait maintenant dans un petit appartement, seul, qu'il avait compris, qu'il avait honte, qu'il voulait juste que je lui pardonne. Je l'ai écouté. Je n'ai pas dit grand-chose. Juste que le pardon, ça prend du temps. Que la confiance, une fois brisée, c'est difficile à reconstruire. Que j'avais besoin de temps. Il a hoché la tête. Il a compris. Il est parti. Aujourd'hui, je vis tranquillement. Je me réveille quand je veux. Je prends mon café sur la terrasse. Je regarde les oiseaux. Je lis. Je vais me promener au parc. Je retrouve mes amis. On joue aux cartes. On parle de nos vies, de nos enfants, de nos petits-enfants. Je suis libre. Et cette liberté, je la dois à ce vieux téléphone. Ce téléphone que Laurent pensait inutile. Ce téléphone qui contenait la vérité. Parfois, je repense à tout ça. À la trahison, à la douleur, à la solitude. Mais je repense aussi à la victoire. Pas une victoire bruyante, pas une victoire où on crie. Non, une victoire silencieuse. Une victoire où la vérité a parlé, où les preuves ont suffi, où la justice a été rendue. Je ne suis pas amère, je ne suis pas remplie de haine, je suis juste plus prudente, plus consciente. Je sais maintenant que la confiance, même envers ses propres enfants, doit être accompagnée de vigilance, que l'amour ne suffit pas toujours, que parfois il faut aussi protéger ce qu'on a construit, ce qu'on a gagné. Laurent m'appelle de temps en temps. Je réponds parfois. On parle de choses simples, de la météo, de ses nouvelles, de mes nouvelles. On ne parle pas du passé, pas encore. Peut-être un jour, peut-être jamais, je ne sais pas. Mais ce n'est plus urgent. Ce n'est plus une blessure ouverte. C'est une cicatrice qui me rappelle ce que j'ai traversé, ce que j'ai surmonté. Mes petits-enfants viennent me voir. Ils adorent ma terrasse. Ils jouent avec les plantes. Ils me posent des questions. Ils me demandent pourquoi je vis seule, pourquoi leur père ne vient pas souvent. Je leur dis que parfois, les adultes ont besoin de temps, que les relations, c'est compliqué, qu'il faut de la patience. Ils ne comprennent pas tout, mais ils hochent la tête, ils m'embrassent, ils repartent en courant. Le soir, quand je m'assieds sur ma terrasse, je regarde la ville, les lumières, les bruits, les mouvements, et je me dis que j'ai eu de la chance d'avoir trouvé ce téléphone, de la chance d'avoir eu des enfants qui m'ont soutenu, de la chance d'avoir eu un avocat compétent, de la chance d'avoir pu me reconstruire. Mais surtout, je me dis que j'ai eu le courage de ne pas me laisser faire. Le courage de chercher la vérité, le courage de me battre, même quand tout le monde pensait que j'étais folle, même quand personne ne me croyait. J'ai continué, j'ai cherché, j'ai trouvé et j'ai gagné. Cette histoire, je la raconte aujourd'hui pour toutes les personnes qui se sentent impuissantes, pour toutes les mères, les pères, les grands-parents qui sont trahis par leurs propres enfants, pour tous ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de preuves, pour tous ceux qu'on fait passer pour fous. Je veux leur dire qu'il y a toujours une solution, qu'il faut chercher, qu'il faut être patient, qu'il faut garder espoir. Les preuves existent. Parfois, elles sont dans un vieux téléphone oublié. Parfois, elles sont dans un tiroir. Parfois, elles sont dans un email. Parfois, elles sont dans la mémoire de quelqu'un d'autre. Mais elles existent. Il faut juste les chercher. Il faut juste avoir le courage de les utiliser. Et quand on les trouve, il faut agir. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas se laisser intimider. Il faut aller voir un avocat. Il faut défendre ses droits. Il faut exiger justice. Parce que personne ne le fera à notre place. Personne ne viendra nous sauver. C'est à nous de nous sauver. C'est à nous de nous battre. Aujourd'hui, quand je croise Laurent dans la rue, on se salue. On échange quelques mots. Ce n'est plus comme avant. Ça ne le sera peut-être jamais. Mais ce n'est pas grave. J'ai ma vie. Il a la sienne. Et entre nous, il y a cette histoire qui nous a changés, tous les deux. Je ne regrette rien, ni d'avoir fait confiance au début, ni d'avoir cherché les preuves, ni d'avoir révélé la vérité, parce que tout ça m'a mené ici, dans ce petit appartement, sur cette terrasse, avec cette liberté, cette paix, cette dignité retrouvée. Le vieux téléphone, je l'ai gardé. Il est dans un tiroir. Je ne l'utilise plus, mais je le garde, comme un témoignage, comme un rappel, que la vérité finit toujours par sortir, que les mensonges ont une durée de vie limitée, que la justice,
même lente, finit toujours par arriver. Si cette histoire vous a touché, si vous aussi vous avez été trahi par quelqu'un en qui vous aviez confiance, écrivez simplement « justice » dans les commentaires. Parce que la dignité n'a pas de prix, et la vérité mérite toujours d'être défendue. Et si vous voulez entendre d'autres histoires comme celle-ci, restez avec moi, parce que le silence des victoires silencieuses mérite d'être partagé.